La gare du Nord. Au début de son histoire, elle est exploitée par la Compagnie des chemins de fer du Nord qui achemine les voyageurs de Paris vers Lille. Mais l'augmentation fulgurante du trafic ferroviaire aura très vite raison du premier bâtiment. Il ne durera que 20 ans. La gare du Nord, qui est construite à la fin des années 1840, va déjà être remise en chantier au début des années 1860 parce qu'elle est complètement contrainte par son périmètre, par le nombre de voies et par les problèmes que cela procure aux voyageurs pour pouvoir accéder au train. 20 ans seulement après la construction du premier édifice, la Compagnie du Nord décide de reconstruire intégralement sa gare. Une opération colossale. La Compagnie du Nord qui va vouloir se doter d'une gare beaucoup plus monumentale, enfin à l'échelle en tous les cas, et de qualité architecturale plus proche de ses ambitions. La Compagnie du Nord fait appel à Jacques-Ignace Hittorf, un architecte de renom qui a notamment réalisé les aménagements de la place de la Concorde. À coup d'expropriation, de destruction d'immeubles et de modification des rues, la gare du Nord change d'échelle. Elle double son nombre de voies et surtout se dote d'une façade monumentale. La gare fait 36 000 m² de surface construite avec 220 mètres de long et 180 mètres de large en tout. Et c'est un énorme monument urbain. C'est l'un des bâtiments les plus longs de Paris. Ça dépasse les dimensions du Palais du Louvre. Ça dépasse également les dimensions de Notre-Dame de Paris. Sa façade ressemble à un arc de triomphe romain. C'est une sorte de grande tenture qui est en face de vous et qui vous en impose. À l'intérieur, une charpente de 200 mètres de long et 72 mètres de large abrite les quais et les voyageurs. Elle est soutenue par 19 colonnes en fonte. Elles sont hautes de 38 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 12 étages. Une hauteur considérable qui permet d'agrandir de manière spectaculaire le volume de cette halle, capable de contenir l'équivalent de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ces colonnes ont été fabriquées à Glasgow. Elles ont été fondues par la seule entreprise de l'époque capable de produire des colonnes dans ces dimensions et ont été acheminées sur le chantier par bateau en 3 morceaux. L'idée de ces colonnes en fonte, c'est qu'on peut réduire considérablement la dimension des piliers. Donc, ça permet à la vue de passer. L'idée est d'alléger au maximum ces points d'appui en les faisant les plus étroits possibles. Ça n'empêche pas que ces colonnes en fonte soient travaillées, ajourées, elles participent aussi au décor général de la gare. Ce ne sont pas simplement des éléments fonctionnels, des poteaux, ce sont également des colonnes, dans l'esprit d'ailleurs de l'architecture antique. Ça fait partie des éléments qui participent à ancrer la gare de chemin de fer dans les édifices comparables à ce que pouvait être une cathédrale pour le Moyen-Âge, parce que ce sont des édifices gigantesques. Aujourd'hui, en comptant le trafic ferroviaire, le RER et le métro, la gare du Nord, première gare d'Europe, accueille près de 300 millions de voyageurs par an, soit près de 5 fois la population française. À côté de la monumentale gare du Nord, la gare de l'Est, elle, accueille 10 fois moins de voyageurs. Bien plus petite que sa voisine, elle a pourtant marqué l'histoire de son empreinte. Elle est inaugurée le 2 décembre 1850 par le président Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III. À l'époque, elle se nomme l'embarcadère de Strasbourg. Cette gare, c'est à l'extérieur, une gare qui apparaît comme un palais. Elle impose un style qui va être une espèce de synthèse entre des critères industriels, parce qu'on reste quand même dans une gare, et une monumentalité de type néoclassique. C'est un mélange d'influences.
Pour marquer la puissance de la compagnie, l'architecte place à son sommet une allégorie de Strasbourg, la principale ville que dessert la gare à l'époque. Les colonnades et les arcades font de cette gare un petit palais italien. Enfin, sa rosace et sa verrière font d'elle l'un des bâtiments les plus lumineux de son temps. C'est une gare qui est non seulement une vitrine commerciale pour les compagnies de chemin de fer, mais un monument véritablement parisien. C'est-à-dire qu'il va intégrer des éléments de la culture urbaine de Paris. L'idée, c'est véritablement de faire de la gare un monument emblématique. La gare de l'Est est tant admirée qu'elle sera copiée plus tard à Rome, à Vienne ou encore ici, à Budapest. Les gares de Paris s'imposent donc rapidement comme des références en matière d'architecture. Mais à peine 20 ans après le début de leur histoire, un événement va leur donner une place encore plus importante dans l'organisation de la capitale française. Le 1er janvier 1860, l'empereur Napoléon III décide avec Eugène Haussmann, le préfet de la Seine, d'agrandir Paris. L'enceinte dite des fermiers généraux, qui limite Paris et ses 12 arrondissements centraux, disparaît au profit de l'enceinte dite de Thiers. Paris double quasiment de superficie. C'est évidemment un événement tout à fait considérable dans l'histoire des Parisiens. C'est à cette occasion-là qu'un certain nombre de communes périphériques deviennent des quartiers de Paris. Belleville, Ménilmontant, La Chapelle. Les gares qui étaient vraiment aux confins de la ville se retrouvent désormais quasiment au milieu de la ville. Les gares, dans le dessin d'Haussmann, sont des points névralgiques parce que c'est de là d'où vont partir et arriver les grandes avenues qui sont au cœur même du projet de réaménagement de Paris sous le Second Empire. D'immenses travaux sont entrepris pour transformer Paris et rendre les gares plus accessibles. Haussmann dessine le boulevard Denain pour dégager la gare du Nord, ou encore le boulevard Montparnasse et la rue de Rennes pour atteindre la gare Montparnasse. Il prolonge enfin le boulevard de Strasbourg avec le boulevard de Sébastopol jusqu'à la Seine, une percée de plus de 500 mètres. Enfin, il décide de relier les gares entre elles en créant une ligne circulaire appelée la Petite Ceinture. Les trains arrivant de Strasbourg, par exemple, pourront, avant même d'arriver à la gare de l'Est proprement dite, emprunter quelques centaines de mètres avant le chemin de fer de ceinture qui contourne la capitale pour aller rejoindre les lignes de la gare Montparnasse qui mènent vers la Bretagne.